Un nouvel intérêt pour l'islam se répand en Espagne et personne ne parle de ce que cela signifie réellement. Permettez-moi de vous ramener à un dimanche tranquille de la fin du mois de mars, lorsque quelque chose d'anodin s'est produit à Madrid, du moins c'est ce qu'il semblait. Le roi d'Espagne Felipe VI a assisté à une cérémonie à la grande mosquée de Madrid, récemment rénovée, le plus grand centre islamique du pays, où il a prononcé un discours louant les liens historiques de l'Espagne avec le monde musulman. L'événement a été couvert par LP et EBC, présenté comme un geste symbolique de dialogue interreligieux, une continuation de l'identité multiculturelle de l'Espagne. Le gouvernement a publié une déclaration soulignant l'engagement de l'Espagne en faveur du pluralisme religieux et de la cohésion sociale. En apparence, il s'agissait simplement d'une énième séance de photos diplomatiques, le genre de choses qui remplissent sans grande fanfare les pages culturelles des journaux européens. Mais voilà, je surveille les courants géopolitiques sous-jacents à l'identité religieuse en Europe depuis plus de 2 décennies, et quand j'ai vu cette image, le monarque Sisi debout à côté de l'imam de la mosquée la plus importante de Madrid, flanqué de diplomates du Maroc, d'Arabie Saoudite et de Turquie, je n'ai pas vu d'échange culturel anodin. J'ai vu le premier pas dans un jeu beaucoup plus vaste, qui pourrait remodeler l'équilibre des pouvoirs en Méditerranée, redéfinir les relations de l'Europe avec le monde islamique et même influencer l'issue de la prochaine compétition entre grandes puissances. Et si vous pensez qu'il s'agit uniquement de religion, vous passez complètement à côté de l'essentiel. Laissez-moi vous dire ce qui se passe réellement. Le fonctionnaire, ce qu'ils veulent que vous croyiez, l'histoire racontée par le gouvernement Sisi et une grande partie des médias européens raconte que l'Espagne, un pays ayant des liens historiques profonds avec l'islam, connaît un renouveau naturel de l'intérêt culturel et religieux islamique. Les chiffres semblent le confirmer. Selon le ministère espagnol de la Justice, le nombre de musulmans enregistrés dans le pays est passé d'environ 300 000 au début des années 2000 à plus de 2,5 millions aujourd'hui, soit environ 5% de la population. La construction de mosquées s'est accélérée, avec plus de 1500 centres islamiques opérationnels désormais dans toute l'Espagne, dont beaucoup sont financés par des donateurs étrangers. Le gouvernement y voit la preuve d'un modèle d'intégration réussi, un contre-discours à la rhétorique islamophobe qui a pris racine dans d'autres parties de l'Europe. Les responsables madrilènes ne tardent pas à souligner la position unique de l'Espagne. Contrairement à la France, qui a lutté contre la laïcité et la radicalisation, ou à l'Allemagne, qui a été aux prises avec l'héritage de ses programmes de travailleurs invités, l'Espagne se présente comme un pont entre l'Europe et le monde islamique. Le ministère des Affaires étrangères a même lancé une initiative de dialogue méditerranéen, positionnant l'Espagne comme médiateur dans les conflits impliquant des pays à majorité musulmane. L'année dernière, l'Espagne a accueilli une conférence très médiatisée sur l'islam et la modernité, à laquelle ont participé des universitaires d'Égypte, d'Indonésie et de Malaisie, au cours de laquelle le ministre des Affaires étrangères Sisi a déclaré que l'avenir de l'Espagne est indissociable de son passé islamique. L'Union européenne, pour sa part, a largement souscrit à ce discours. Bruxelles considère l'approche espagnole comme un modèle potentiel pour gérer la diversité religieuse à une époque de populisme croissant. La Commission européenne a salué le « modèle inclusif » de l'Espagne et on parle même de le reproduire dans d'autres États membres ayant une population musulmane croissante, comme l'Italie et la Grèce. Le message est que l'Espagne montre au reste de l'Europe comment bien faire le multiculturalisme. Mais il y a un problème avec ce récit. Ce n'est pas faux, c'est juste incomplet. Et quand on creuse sous la surface, ce que l'on découvre n'est pas seulement une histoire de renouveau religieux. C'est une histoire de géopolitique, d'énergie, de migration et de lutte tranquille pour l'influence sur un continent qui n'est plus le centre incontesté du pouvoir mondial. Déconstruire ce qui est caché, ce qui se passe réellement, commençons par les chiffres. Le gouvernement Sisi affirme que la population musulmane a connu une croissance organique, portée par l'immigration et des taux de natalité plus élevés. Et dans une certaine mesure, c'est vrai. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'une part importante de cette croissance ne se produit pas en vase clos, elle est activement façonnée par des acteurs étrangers ayant des programmes très spécifiques. Prenons le Maroc, par exemple. Le gouvernement marocain étend discrètement mais agressivement son influence en Espagne depuis des années. Rabat ne se contente pas de financer des mosquées, elle forme des imams, distribue de la littérature religieuse et offre même des bourses aux musulmans de Sisi pour qu'ils puissent étudier au Maroc.
Le ministère marocain des Affaires islamiques dispose d'un « bureau Espagne » dédié, et ses représentants rencontrent régulièrement des responsables de SICH pour discuter de « coopération religieuse ». L'année dernière, le roi Mohamed VI du Maroc, qui porte également le titre de « commandeur des croyants », a envoyé un envoyé personnel à Madrid pour superviser la construction d'un nouveau centre culturel islamique à Grenade, l'ancienne capitale d'Al-Andalus. Le message était que le Maroc se considère comme le leader naturel de la communauté musulmane d'Espagne. Ensuite, il y a l'Arabie saoudite. Le royaume a investi des millions dans les infrastructures islamiques espagnoles, finançant tout, depuis la rénovation des mosquées jusqu'aux écoles de langue arabe. Mais voici que la version saoudienne de l'islam n'est pas la tradition modérée et influencée par le soufi qui prospérait autrefois en Al-Andalus. C'est le wahhabisme, la doctrine ultra-conservatrice qui a alimenté l'extrémisme à travers le monde. Les agences de renseignement SICH ont averti à plusieurs reprises que les mosquées financées par l'Arabie saoudite étaient en train de devenir des centres de recrutement de prédicateurs radicaux. En 2021, un rapport du Centre national de renseignement espagnol a révélé que près de 30% des centres islamiques du pays avaient des « liens douteux » avec des gouvernements étrangers, l'Arabie saoudite et le Maroc étant les principaux coupables. Et n'oublions pas la Turquie. Sous Erdogan, Ankara a méthodiquement étendu son influence au sein des communautés musulmanes d'Europe, et l'Espagne ne fait pas l'exception. La direction turque des affaires religieuses a établi un réseau de mosquées et de centres culturels à travers l'Espagne, souvent dirigés par des imams envoyés directement de Turquie. Ces centres ne se contentent pas de prêcher la religion, ils promeuvent la vision d'Erdogan d'un islam ottoman renaissant, qui positionne la Turquie comme le leader du monde musulman. En 2020, les autorités de SICH ont perquisitionné une mosquée à Barcelone liée au Diyanet, découvrant des preuves selon lesquelles elle était utilisée pour diffuser de la propagande pro-Erdogan et recueillir des renseignements sur la diaspora turque locale. Alors que se passe-t-il réellement ici? Est-ce seulement une question de religion? Ou s'agit-il de quelque chose de bien plus stratégique? La réponse, comme toujours en géopolitique, est le pouvoir. Et le pouvoir en question n'est pas seulement spirituel, il est économique, démographique, de plus en plus, militaire. L'ex-dette géopolitique. Comment l'Espagne est devenue un champ de bataille. Pour comprendre pourquoi l'Espagne est soudainement au centre d'un tel intérêt islamique, il faut sortir du lot. Nous vivons à une époque de compétition entre grandes puissances, où les États-Unis, la Chine et la Russie rivalisent tous pour influencer ce qui reste de l'ordre de l'après-guerre froide. L'Europe, autrefois le noyau incontesté de l'Alliance occidentale, est désormais un espace contesté, économiquement affaibli, politiquement divisé et de plus en plus dépendant des acteurs extérieurs pour son énergie et sa sécurité. L'Espagne se situe à la croisée des chemins de cette compétition. C'est un membre de l'OTAN, mais son gouvernement a ouvertement critiqué la politique étrangère américaine, en particulier sur des questions comme la Palestine et le Sahara occidental. C'est un membre de l'UE, mais son économie est profondément liée à l'Afrique du Nord, où la Chine progresse grâce à son initiative, la ceinture et la route. Et c'est un pays avec une longue histoire de domination islamique, ce qui en fait une cible naturelle pour des États comme le Maroc, la Turquie et l'Arabie saoudite qui se considèrent comme les héritiers de cet héritage. Décomposons cela. Les États-Unis, un hégémon en déclin qui tente de maintenir la ligne pour Washington, l'Espagne constitue un élément clé de sa stratégie plus large visant à contenir à la fois la Russie et la Chine. Les États-Unis a poussé l'Espagne à adopter une ligne plus dure à l'égard des investissements chinois dans les infrastructures critiques, en particulier dans les ports comme Valence et Barcelone, que Pékin envisage dans le cadre de son réseau logistique méditerranéen. Dans le même temps, les États-Unis souhaitent que l'Espagne joue un rôle plus actif sur le flanc sud de l'OTAN, notamment pour contrer l'influence russe en Afrique du Nord. Mais voilà, l'Espagne ne joue pas toujours le jeu. Le gouvernement actuel, une coalition de socialistes et de partis d'extrême gauche, s'est montré ouvertement sceptique quant à la politique américaine au Moyen-Orient. En 2021, l'Espagne a reconnu l'État de Palestine, une décision qui a rendu Washington furieux mais qui lui a valu les faveurs du monde arabe. Plus récemment, l'Espagne a été l'un des critiques européens les plus virulents de la guerre menée par Israël à Gaza, allant même jusqu'à suspendre les ventes d'armes à Israël, une décision qui a tendu les relations avec les États-Unis mais qui a fait aimer Madrid au pays à majorité musulmane.
Du point de vue de Washington, l'Espagne constitue un maillon faible potentiel de l'Alliance occidentale, un maillon qui pourrait être exploité par les adversaires. Et c'est là que le facteur islamique entre en jeu. Les États-Unis se méfient depuis longtemps de l'influence étrangère dans les communautés musulmanes d'Europe, en particulier de la part de pays comme la Turquie et l'Arabie saoudite, qui ont l'habitude de promouvoir des idéologies antilibérales. La crainte est que si la population musulmane espagnole devient trop étroitement liée aux gouvernements étrangers, cela pourrait créer une cinquième colonne, qui s'après la cohésion de l'OTAN, sèmerait la division au sein de l'UE et fournirait même une couverture à l'espionnage. La Russie exploite les faiblesses du bloc occidental. La Russie, pour sa part, entretient discrètement des liens avec la communauté musulmane espagnole dans le cadre de sa stratégie plus large visant à affaiblir l'unité européenne. Moscou utilise depuis longtemps les divisions religieuses et ethniques comme outil d'influence. Il suffit de voir son soutien aux églises orthodoxes dans les Balkans ou ses liens avec les partis d'extrême droite en Europe occidentale. En Espagne, la Russie agit par procuration, notamment dans les régions autonomes de Catalogne et du Pays basque, où les mouvements séparatistes ont toujours été forts. Mais le véritable jeu ici est l'énergie. L'Espagne est une plaque tournante essentielle pour l'approvisionnement en gaz européen, avec plusieurs terminaux GNL qui reçoivent des expéditions en provenance d'Algérie, du Qatar et des États-Unis. La Russie, qui a été coupée d'une grande partie du marché gazier européen en raison des sanctions, considère l'Espagne comme une porte dérobée potentielle. Et qui contrôle la politique énergétique de l'Espagne ? De plus en plus, ce n'est pas seulement le gouvernement siche qui compte, ce sont aussi les pays qui lui fournissent du gaz. L'Algérie, qui a été un fournisseur majeur de l'Espagne, a utilisé son influence pour pousser Madrid à adopter une position plus pro-palestinienne. Le Qatar, un autre fournisseur clé, finance des centres islamiques en Espagne dans le cadre de sa stratégie plus large de soft power. La Russie, quant à elle, courtise la communauté musulmane espagnole par le biais d'échanges culturels et de relations médiatiques. Les médias d'État russes comme RT et Sputnik ont amplifié les articles sur l'islamophobie en Europe, décrivant la Russie comme un défenseur des droits des musulmans. Il s'agit d'une tactique de désinformation classique, exploiter de véritables griefs pour susciter une sympathie pour le programme de Moscou. Les Chinois le long jeu en Méditerranée. L'intérêt de la Chine pour l'Espagne est plus économique qu'idéologique, mais non moins stratégique. Pékin considère l'Espagne comme une porte d'entrée vers l'Europe, notamment grâce à ses ports, qui sont des nœuds essentiels de l'initiative chinoise la ceinture et la route. Mais la Chine joue également le jeu du long terme auprès de la communauté musulmane espagnole. Les sociétés soutenues par l'État chinois investissent dans la finance islamique, un secteur en pleine croissance en Espagne à mesure que sa population musulmane augmente. Et Pékin a discrètement noué des liens avec le Maroc, qui apparaît comme un partenaire clé dans la stratégie chinoise en Afrique du Nord. L'aspect le plus inquiétant de l'implication de la Chine est sa capacité à exploiter les évolutions démographiques de l'Espagne. Si la population musulmane d'Espagne continue de croître et si cette croissance est façonnée par des acteurs étrangers, cela pourrait créer une génération de citoyens siches aux loyautés divisées. Imaginez un scénario dans lequel une partie importante de l'élite politique et économique espagnole aurait des liens avec le Maroc, la Turquie ou l'Arabie saoudite. Il ne s'agit pas seulement d'un changement culturel, mais d'une vulnérabilité géopolitique. Militaire et stratégique. Pourquoi c'est important pour l'OTAN? Parlons maintenant de la dimension militaire, car c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. L'Espagne abrite plusieurs installations clés de l'OTAN, notamment la base navale de Rota, qui héberge les destroyers américains de défense antimissiles Aegis, et la base aérienne de Morón, qui sert de site d'opération avancé pour le commandement américain pour l'Afrique. Ces bases sont essentielles au flanc sud de l'OTAN, notamment pour contrer l'influence russe et chinoise en Méditerranée et en Afrique du Nord. Mais voilà, la population musulmane espagnole est fortement concentrée dans les régions où se trouvent ces bases. L'Andalousie, où se trouve Rota, compte l'une des populations musulmanes les plus élevées du pays. La Catalogne, où se trouve Morón, a connu une forte augmentation de la construction de mosquées ces dernières années. Et dans les deux régions, les appels à une plus grande autonomie se multiplient, appels parfois formulés en termes religieux. Ce n'est pas seulement une préoccupation théorique. En 2020, un rapport des services de renseignement de l'armée de Siche avertissait que les centres islamiques financés par l'étranger étaient en train de devenir des « nœuds d'influence » qui pourraient être exploités par les adversaires.
Le rapport mentionne spécifiquement le Maroc et la Turquie comme des menaces potentielles, soulignant que leurs efforts pour façonner la communauté musulmane espagnole pourraient saper la cohésion nationale et créer des vulnérabilités dans les infrastructures critiques. Les États-Unis en ont pris note. En 2022, le Pentagone a mené une évaluation classifiée de la stabilité interne de l'Espagne, en mettant l'accent sur le potentiel d'influence étrangère dans ces communautés musulmanes. L'évaluation, qui a été divulguée au Washington Post, concluait que l'Espagne était vulnérable aux manipulations extérieures, et que son gouvernement ne faisait pas face aux risques de manière adéquate. Alors, qu'est-ce que cela signifie en termes pratiques ? Cela signifie que si la population musulmane espagnole devient trop étroitement liée aux gouvernements étrangers, cela pourrait créer une situation dans laquelle le flanc sud de l'OTAN serait compromis. Imaginez un scénario dans lequel un futur gouvernement siche, sous la pression de sa communauté musulmane, décide de restreindre l'accès des États-Unis à Rota ou Morón. Ou encore lorsqu'un mouvement séparatiste en Catalogne, soutenu par le Maroc ou la Turquie, cherche à se détacher de l'Espagne et à s'aligner sur une puissance étrangère. Il ne s'agit pas de scénarios farfelus, il s'agit du genre de risque à faible probabilité et à fort impact qui empêche les planificateurs militaires de dormir la nuit. Et n'oublions pas le tableau stratégique plus large. La Méditerranée est en train de devenir un champ de bataille d'influence, où la Russie, la Chine et les États-Unis se disputent le contrôle. La position de l'Espagne en tant que membre de l'OTAN ayant des liens profonds avec le monde islamique en fait un acteur essentiel dans cette compétition. Si la communauté musulmane d'Espagne devient un vecteur d'influence étrangère, cela pourrait faire pencher la balance d'une manière difficile à prévoir. La politique intérieure, comment le gouvernement espagnol joue le jeu, bien entendu, rien de tout cela ne se produit en vase clos. Le gouvernement espagnol est parfaitement conscient des enjeux géopolitiques et joue son propre jeu, un jeu qui concerne autant la politique intérieure que la politique étrangère. Le gouvernement de coalition actuel, dirigé par le Premier ministre Pedro Sánchez, est une alliance fragile entre le Parti socialiste ouvrier SIC et le parti d'extrême gauche Podemos. Le gouvernement de Sánchez marche sur la corde raide sur la question islamique, essayant d'équilibrer ses références progressistes avec les réalités de l'évolution démographique de l'Espagne. D'une part, il a adopté le multiculturalisme, promouvant le dialogue interreligieux et réprimant l'islamophobie. D'un autre côté, il a été contraint de faire face à la réalité de l'influence étrangère sur la communauté musulmane espagnole, notamment du Maroc et de l'Arabie saoudite. La figure clé de cet équilibre est le ministre de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska, un ancien juge chargé de gérer la politique espagnole de lutte contre le terrorisme et d'immigration. Grande Marlaska a évoqué les risques d'une radicalisation financée par des fonds étrangers, mais il a également pris soin de ne pas s'aliéner la communauté musulmane d'Espagne, qui constitue un bloc électoral en pleine croissance. En 2021, il a lancé un plan national pour la prévention de la radicalisation, qui comprenait des mesures de surveillance des mosquées financées par des fonds étrangers, mais il a également souligné que l'objectif du gouvernement était l'intégration et non la répression. C'est là que les choses se compliquent. La droite SIC, dirigée par le Parti populaire conservateur et le parti d'extrême droite Vox, milite en faveur d'une ligne plus dure à l'égard de l'islam, présentant la croissance de la population musulmane espagnole comme une menace pour l'identité nationale. Vox, en particulier, a dénoncé les dangers de l'islamisation, et ses dirigeants ont appelé à l'interdiction du financement étranger des mosquées. La gauche, quant à elle, a accusé la droite d'attiser l'islamophobie et a redoublé son soutien au multiculturalisme. Mais voilà, les deux partis n'ont pas une vue d'ensemble. La droite se concentre sur la menace culturelle, tandis que la gauche se concentre sur l'angle de la justice sociale. Ni l'un ni l'autre n'est pleinement aux prises avec les implications géopolitiques de l'évolution démographique de l'Espagne. Et c'est un problème, car les enjeux sont bien plus importants que ce que les deux partis pensent. Scénario, que se passe-t-il ensuite ? Alors, où tout cela mène-t-il ? Élaborons quelques scénarios, car l'avenir de l'Espagne et par extension de l'Europe pourrait dépendre de la manière dont cela se déroulera. Scénario 1. Le meilleur cas, une transition gérée. Dans ce scénario, l'Espagne relève avec succès les défis posés par sa population musulmane croissante sans succomber à l'influence étrangère. Le gouvernement met en place une surveillance plus stricte des mosquées financées par des fonds étrangers, réprime la radicalisation et promeut une version modérée et locale de l'islam.
La communauté musulmane espagnole devient pleinement intégrée, ses dirigeants travaillant dans le cadre de la démocratie siche. L'UE soutient le modèle espagnol en tant que modèle de gestion de la diversité religieuse, et l'Espagne apparaît comme un pont entre l'Europe et le monde islamique. C'est le résultat qu'espère publiquement le gouvernement siche. Mais c'est aussi le moins probable, car cela nécessite un niveau de volonté politique et de capacité institutionnelle qui fait actuellement défaut à l'Espagne. Cela suppose également que les acteurs étrangers, en particulier le Maroc, la Turquie et l'Arabie saoudite, joueront le jeu, ce qui est loin d'être garanti. Scénario 2, le plus probable, une Espagne fragmentée. Dans ce scénario, la population musulmane d'Espagne continue de croître, mais elle reste divisée selon des critères ethniques et idéologiques. Certaines communautés s'intègrent avec succès, tandis que d'autres se radicalisent de plus en plus, influencées par des gouvernements étrangers et des idéologies extrémistes. Le gouvernement siche a du mal à maintenir le contrôle, et le pays devient un patchwork d'influences concurrentes, marocaines au sud, turques à l'est, saoudiennes dans les grandes villes. Ce scénario se joue déjà dans certaines régions d'Espagne. En Catalogne, par exemple, la communauté musulmane est profondément divisée entre ceux qui soutiennent le mouvement séparatiste et ceux qui ne le soutiennent pas. En Andalousie, les mosquées financées par le Maroc sont devenues des centres d'activisme politique, certains imams plaidant ouvertement pour des liens plus étroits entre l'Espagne et le Maroc. Le résultat est une Espagne de plus en plus fragmentée, avec différentes régions tirant dans des directions différentes. Les implications géopolitiques de ce scénario sont profondes. Une Espagne fragmentée serait une Espagne plus faible, plus vulnérable aux pressions extérieures. Ce serait également une Espagne moins fiable en tant qu'allié de l'OTAN, avec son gouvernement luttant pour maintenir la cohésion face à des intérêts nationaux et étrangers concurrents. Scénario 3, le pire des cas, 20. Scénario 3, le pire des cas, une Espagne au bord du gouffre. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que ce troisième scénario n'est pas un fantasme dystopique, il se déroule déjà au ralenti et les signes se cachent à la vue de tous. Ici, la population musulmane d'Espagne augmente non seulement en nombre mais aussi en influence politique et sociale. Au lieu d'intégration, nous assistons à une stratégie délibérée de développement institutionnel parallèle. Les acteurs étrangers, le Maroc, la Turquie et les États du Golfe ne financent pas seulement des mosquées, ils financent des écoles, des centres culturels et même des mouvements politiques locaux. L'État siche, déjà mis à rude épreuve par les tensions régionales et la stagnation économique, perd son monopole sur l'autorité religieuse et culturelle. Et lorsque cela se produit, les implications militaires deviennent impossibles à ignorer. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. L'Espagne n'est pas n'importe quel pays européen. Elle se situe au carrefour de la Méditerranée, est membre de l'OTAN avec une frontière terrestre de 1200 km avec l'Afrique, 2 villes autonomes en Afrique du Nord et a été à la fois une puissance coloniale et une cible d'attaques djihadistes. Les attentats à la bombe contre un train à Madrid en 2004, qui ont tué 193 personnes, ont été un signal d'alarme, mais la réponse a été largement réactive et non structurelle. La vérité inconfortable est que la stratégie antiterroriste espagnole s'appuie trop sur la surveillance et pas assez sur l'intégration. Et lorsque l'intégration échoue, la radicalisation ne se produit pas seulement dans l'ombre, cela se produit à la vue de tous, dans des quartiers où la présence de l'État est faible et l'influence étrangère est forte. C'est ici que la dimension militaire entre en jeu. Si l'Espagne devient un État fragmenté avec des centres d'autorité islamique concurrents, sa capacité à projeter la stabilité en Méditerranée s'affaiblit. L'OTAN s'inquiète déjà de la fiabilité de l'Espagne. Regardez la controverse de 2022, lorsque le gouvernement siche a initialement refusé d'envoyer des chars Léopard en Ukraine, pour ensuite faire marche arrière sous la pression. Une Espagne qui ne peut pas contrôler son propre paysage religieux national est une Espagne à laquelle on ne peut pas faire entièrement confiance pour sécuriser son flanc sud. Et c'est un problème pour l'Alliance, car la Méditerranée se réchauffe. Le Maroc, par exemple, joue un jeu de longue haleine. Depuis la dispute diplomatique de 2021 sur le Sahara occidental, lorsque l'Espagne a changé de position pour soutenir le plan d'autonomie de Rabat, le Maroc a discrètement étendu son influence en Andalousie et aux îles Canaries. En 2023, les centres culturels islamiques de Séville et de Malaga, financés par le Maroc, ont commencé à proposer des cours d'arabe gratuits et des bourses d'études à Rabat. En apparence, c'est de la diplomatie culturelle. Au-dessous de cela, il y a le soft power,
qui consiste à fidéliser la diaspora marocaine espagnole, qui compte désormais plus de 800 000 personnes. Si le Maroc parvient à transformer cette diaspora en un bloc politique, il gagnera en influence sur la politique de Sich dans tous les domaines, depuis la migration jusqu'à l'énergie. Et si une partie de cette diaspora se radicalise, le Maroc peut l'utiliser comme point de pression, soit en réprimant les extrémistes, soit en fermant les yeux. La Turquie, quant à elle, s'est montrée plus ouverte. Depuis la tentative de coup d'État de 2016, le président Erdogan a étendu de manière agressive la portée de la Diyanet, l'autorité religieuse de l'État turc, vers l'Europe. En Espagne, la Diyanet contrôle environ 20% des mosquées, notamment en Catalogne et à Valence. En 2022, un rapport de l'agence de renseignement Sich, CNI, a averti que les imams turcs promouvaient un récit de victimisation musulmane, qualifiant les lois laïques espagnoles d'oppressives. L'objectif n'est pas seulement religieux, il est politique. Erdogan veut positionner la Turquie comme le leader de la communauté musulmane mondiale, et la population musulmane croissante en Espagne constitue un champ de bataille clé. Si la Turquie parvient à transformer les musulmans de Sich en un bloc électoral pro-Ankara, elle gagnera en influence au sein de l'UE. Si cela peut radicaliser ne serait-ce qu'une petite fraction, cela crée une instabilité que l'Espagne ne peut pas se permettre. Ensuite, il y a l'Arabie saoudite. Le royaume a passé des décennies à exporter son idéologie wahhabite ultra-conservatrice, et l'Espagne ne fait pas exception. En 2018, un rapport du CNI divulgué a révélé que des mosquées financées par l'Arabie saoudite à Madrid et à Barcelone distribuaient des publications décrivant la démocratie comme « non islamique » et appelant à l'établissement d'un califat. Le gouvernement Sich a fermé quelques mosquées, mais le mal était déjà fait. La véritable préoccupation n'est pas seulement la radicalisation, c'est l'érosion de la souveraineté de Sich. Lorsque les gouvernements étrangers financent des institutions religieuses, ils ne se contentent pas de construire des mosquées, ils construisent des systèmes juridiques et sociaux parallèles. Dans certains quartiers, les conseils de la charia fonctionnent déjà de manière informelle, négociant les conflits familiaux en dehors de la loi Sich. Si cette tendance se poursuit, l'Espagne pourrait être confrontée au même défi que le Royaume-Uni, où des systèmes juridiques parallèles ont miné l'autorité de l'État. Les implications militaires de tout cela sont flagrantes. Une Espagne avec une population musulmane radicalisée est une Espagne qui devient une cible non seulement pour les attaques djihadistes, mais aussi pour l'ingérence étrangère. Le Maroc pourrait user de son influence en Andalousie pour faire pression sur l'Espagne sur le Sahara occidental. La Turquie pourrait exploiter les tensions séparatistes de la Catalogne en soutenant les musulmans indépendantistes qui voient l'autonomie comme une voie vers une plus grande liberté religieuse. Et l'Arabie saoudite pourrait financer des groupes extrémistes pour déstabiliser l'Espagne, tout comme elle l'a fait dans les années 1990 avec la guerre civile algérienne. L'armée de Sich, déjà aux prises avec le recrutement et la modernisation, serait mise à rude épreuve pour tenter de sécuriser à la fois ses frontières et son front intérieur. Mais voici ce qui me tient éveillé, les alliés de l'Espagne au sein de l'OTAN ne sont pas préparés à cela. Les États-Unis et la France considèrent toujours l'Espagne comme un flanc sud stable, un partenaire fiable dans la lutte contre le terrorisme et le contrôle des migrations. Ils ne réalisent pas que les divisions internes de l'Espagne pourraient en faire un handicap. Si une cellule radicalisée commettait un attentat majeur à Barcelone ou à Madrid, les conséquences politiques pourraient être catastrophiques. Le parti d'extrême droite Vox, qui détient déjà 52 sièges au Parlement de Sich, gagnerait du terrain en prônant des mesures de sécurité draconiennes qui aliènent les musulmans et font le jeu des extrémistes. La gauche, quant à elle, redoublerait d'efforts en faveur du multiculturalisme, ignorant les menaces très réelles pour la sécurité. Le résultat ? Un pays paralysé par la polarisation, incapable d'agir de manière décisive. Et c'est à ce moment-là que les dominos géopolitiques commencent à tomber. Une Espagne faible signifie une OTAN plus faible. Cela signifie que le Maroc gagne plus de poids sur la frontière sud de l'Europe. Cela signifie que la Turquie et l'Arabie saoudite étendent leur influence en Méditerranée. Cela signifie que la Russie et la Chine, toujours à la recherche des points faibles de l'Alliance occidentale, trouvent de nouvelles opportunités à exploiter. En 2021, le groupe russe Wagner aurait été actif en Libye, à seulement 300 km des îles Canaries espagnoles. Si la stabilité interne de l'Espagne s'effondre, la distance paraîtra soudain beaucoup plus courte.
Alors, où cela nous mène-t-il? Le gouvernement Sich connaît les risques, mais il est coincé entre deux mauvaises options. D'un côté, cela peut réprimer le financement étranger des mosquées, mais cela risque de s'aliéner le Maroc et la Turquie, qui sont tous deux des partenaires clés en matière de migration et d'énergie. D'un autre côté, elle peut tenter d'intégrer la population musulmane d'Espagne, mais cela nécessite un niveau de volonté politique et de capacité institutionnelle que l'Espagne ne possède tout simplement pas à l'heure actuelle. L'UE pourrait intervenir en apportant financement et expertise, mais Bruxelles est trop occupée à gérer ses propres crises pour se concentrer sur les tensions religieuses en Espagne. Le résultat le plus probable est donc une fragmentation lente, une Espagne qui se débrouille sans difficulté, où certaines régions s'intègrent avec succès tandis que d'autres deviennent des foyers de radicalisation. Ce ne sera pas une guerre civile, mais ce ne sera pas non plus la stabilité. Et à long terme, c'est presque pire. Parce qu'un pays trop faible pour contrôler ses propres frontières, trop divisé pour projeter sa puissance et trop distrait pour se défendre est un pays qui invite à la crise. Et au XXIe siècle, la crise ne reste pas contenue. Cela se propage. Aujourd'hui, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la classe politique espagnole a déjà commencé à se fracturer dans ce sens, et que les fissures se creusent d'une manière qui ne fait pas la une des journaux mais qui façonnera l'avenir du pays. Prenez les récentes élections régionales en Catalogne et en Andalousie, deux laboratoires très différents sur la manière dont l'Espagne pourrait gérer sa population musulmane croissante. En Catalogne, où près de 8% de la population est musulmane, le gouvernement de gauche du père aragonais a mené une politique de convivencia coexistence en finançant des centres culturels islamiques, en autorisant des menus halal dans les écoles publiques et en poussant même à la reconnaissance des fêtes islamiques dans certaines municipalités. Le résultat ? Une intégration discrète mais régulière dans des zones urbaines comme Barcelone, où les communautés marocaines et pakistanaises sont devenues des piliers économiques du secteur des services. Mais dans les banlieues ouvrières de Badalona et de Terrassa, où le chômage oscille autour de 20%, le parti d'extrême droite Vox a fait une percée en accusant les immigrés d'être responsables de la criminalité et du manque de logement. La tension est palpable, et ce n'est pas seulement rhétorique. En 2022, un conseiller municipal de Vox à Badalona a été filmé en train de dire à un groupe de résidents musulmans de « retourner dans votre pays », déclenchant des émeutes qui ont fait une douzaine de blessés. Le gouvernement national, dirigé par le PSOE de Pedro Sánchez, a condamné ces propos mais n'a pas fait grand-chose d'autre. Pourquoi ? Parce que Sánchez sait que toute action forte contre Vox dynamiserait leur base, tandis que toute tentative de freiner les institutions islamiques aliénerait ses partenaires de coalition à Sumar, qui considèrent le multiculturalisme comme non négociable. L'Andalousie présente le problème inverse. Ici, le Partido Popular conservateur gouverne en coalition avec Vox, et l'approche de l'islam est une approche d'endiguement et non d'intégration. Le gouvernement régional a adopté des lois interdisant le port du hijab dans les écoles publiques, limitant la construction de nouvelles mosquées et exigeant même que les imams s'enregistrent auprès de l'État, une mesure qui a établi des comparaisons avec la répression de l'ère franquiste. L'ironie ? Ces politiques se retournent contre nous. Dans des villes comme Ceuta et Melilla, enclave de Sich sur la côte nord-africaine où près de 40% de la population est musulmane, la radicalisation a atteint un pic. En 2023, les services de renseignement de Sich ont démantelé à Melilla une cellule djihadiste qui recrutait des jeunes hommes pour combattre en Syrie. Le chef de la cellule, un Marocain de 28 ans ayant la double nationalité Sich, a été radicalisé non pas dans une mosquée mais dans le cadre d'un programme de déradicalisation, mené par l'État, preuve que des mesures de sécurité musclées peuvent parfois accélérer le problème même qu'elles sont censées résoudre. L'establishment politique espagnol sombre dans une crise parce qu'il refuse de reconnaître que ces deux discours dominant, le multiculturalisme à gauche et le nationalisme assimilationniste à droite, sont tous deux en échec. L'approche de gauche suppose que l'intégration économique mènera automatiquement à la cohésion sociale, mais comme nous l'avons vu en France et en Belgique, ce n'est pas toujours vrai. En Espagne, les immigrés marocains de deuxième génération ont 3 fois plus de risques d'être au chômage que leurs pères Sich, et ceux qui trouvent du travail sont souvent piégés dans des emplois précaires sans mobilité ascendante. La droite, quant à elle, part du principe que l'homogénéité culturelle est encore possible dans un pays où 10% de la population sera musulmane d'ici 2050, selon Pew Research. Mais l'histoire de l'Espagne complique les choses. Contrairement à la France,
qui a une longue tradition de laïcité, ou à l'Allemagne, avec son modèle Letculture, l'Espagne n'a pas de modèle clair sur la manière de gérer la diversité religieuse. Le pays a passé 40 ans sous le catholicisme national de Franco, où l'islam a été effacé de la vie publique. La transition vers la démocratie dans les années 1970 a apporté la liberté religieuse, mais elle a aussi apporté l'amnésie. Personne ne voulait parler du fait que l'Espagne était une société à majorité musulmane depuis près de 800 ans. Ce bagage historique refait désormais surface, et ni la gauche ni la droite ne savent comment y faire face. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela est important au-delà des frontières espagnoles. Le pays est un nœud critique du flanc sud de l'Europe, et son instabilité aurait des répercussions sur toute la Méditerranée. Le Maroc, qui contrôle déjà le flux de migrants vers l'Espagne grâce à son occupation du Sahara occidental, y verrait une opportunité de resserrer son emprise. En 2021, Rabat a militarisé la migration en autorisant 10 000 personnes à prendre d'assaut la barrière frontalière de Ceuta après que l'Espagne ait autorisé un dirigeant du Front Polisario à recevoir des soins médicaux à Madrid. Imaginez si les divisions internes de l'Espagne la rendaient encore plus vulnérable à de telles pressions. La Turquie aussi entrerait dans le vide. Ankara étend discrètement son influence au sein des communautés musulmanes d'Espagne, en finançant des mosquées et des centres culturels par l'intermédiaire du Diyanet, son autorité religieuse d'État. En 2022, le gouvernement Sisi a expulsé un imam turc de Valence pour avoir prêché l'idéologie djihadiste, mais le Diyanet l'a simplement remplacé par un autre religieux, celui-ci ayant des liens avec le parti AKP du président Erdogan. Pendant ce temps, l'Arabie saoudite investit de l'argent dans les institutions salafistes, en particulier en Catalogne, où le centre culturel islamique de Barcelone, financé par l'Arabie saoudite, est devenu une plaque tournante de la prédication ultra-conservatrice. Le gouvernement Sisi le sait, mais il hésite à agir car il a besoin d'investissements saoudiens dans son secteur des énergies renouvelables. En 2023, Riyad a promis 10 milliards d'euros pour développer des projets d'hydrogène vert en Espagne, un argent qui disparaîtrait si Madrid réprimait l'influence religieuse saoudienne. Le scénario le plus dangereux, cependant, est celui où la paralysie de l'Espagne devient une opportunité géopolitique pour la Russie et la Chine. Moscou a déjà montré sa volonté d'exploiter les divisions religieuses en Europe, depuis son soutien au parti d'extrême droite en Hongrie jusqu'à ses campagnes de désinformation ciblant les communautés musulmanes des Balkans. En Espagne, les fermes de trolls russes ont amplifié la rhétorique anti-musulmane en ligne, notamment à la suite des attentats terroristes. Après les attentats de Barcelone en 2017, qui ont fait 16 morts, des comptes liés à la Russie ont répandu de fausses allégations selon lesquelles le gouvernement Sisi dissimulait l'identité des assaillants pour éviter d'offenser les musulmans. L'objectif n'était pas seulement de semer le chaos, il s'agissait d'approfondir les divisions internes de l'Espagne, faisant d'elle un allié moins fiable au sein de l'OTAN. La Chine, pour sa part, entretient des liens avec les communautés musulmanes d'Espagne à travers son initiative, la Ceinture et la Route. En 2021, Pékin a financé la construction d'une nouvelle mosquée à Madrid, dotée d'un institut Confucius pour enseigner le mandarin aux musulmans locaux. Le message était le suivant: si l'Europe ne vous intègre pas, la Chine le fera. Alors, où cela laisse-t-il l'Espagne ? Le résultat le plus probable est un démantèlement, où le pays deviendra un patchwork d'intégration réussie et ratée, certaines régions comme la Catalogne gérant relativement bien la transition tandis que d'autres, comme l'Andalousie et les enclaves, deviendront des poudrières. Le gouvernement national continuera de se débrouiller seul, évitant les choix difficiles jusqu'à ce qu'une crise lui force la main. Cette crise pourrait prendre de nombreuses formes, une attaque terroriste majeure, une vague migratoire ou un choc géopolitique comme une guerre en Afrique du Nord. Lorsqu'elle le fera, l'Espagne se retrouvera mal préparée, ses institutions trop faibles, sa société trop divisée et ses alliés trop distraits pour l'aider. La véritable tragédie est que l'Espagne dispose des outils nécessaires pour éviter ce sort. Il a une histoire de coexistence religieuse, même imparfaite, et une jeune génération bien plus à l'aise avec la diversité que ses parents. Mais l'histoire ne se répète pas automatiquement. Il faut y parvenir, et à l'heure actuelle, les dirigeants espagnols sont trop occupés à mener les batailles d'hier pour préparer celles de demain. La question est de savoir s'ils se réveilleront avant qu'il ne soit trop tard ou si l'Espagne deviendra un autre exemple édifiant d'un pays qui a perdu le contrôle de sa propre histoire.